Alice Primo accompagnée de Arnaud Tani. Donc Alice Primo, vous êtes écologue donc à l'agence Inoki. Arnaud Tani, responsable pôle économie et emploi de la communauté de communes de Brocéliande. Et Justine Royer, chargée de mission Nature en ville à la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. Vous allez pouvoir chacun nous présenter justement, une fois qu'on est allé au bout de cette démarche, qu'on a envisagé les plus-values, les risques, qu'on a trouvé des solutions pour pouvoir mettre en œuvre un projet, eh bien, vous allez pouvoir nous partager un petit peu toutes ces étapes. On va peut-être commencer par Arnaud Tani et Alice Primo. Vous avez notamment travaillé ensemble. Vous allez faire une présentation plutôt conjointe, parce qu'on l'a compris, on le voit aussi, hein, la dimension de coopération et d'échange et de travailler, ne jamais travailler de manière isolée sur ce type de projet, c'est essentiel. Et vous allez nous parler d'un projet que vous avez mené sur la communauté de communes de Brocéliande, pour le coup, avec notamment, de la même manière, une zone qui au départ ne semblait absolument pas favorable à la biodiversité, avoir réussi non seulement à intégrer la question, mais finalement, voilà, la faire advenir, lui redonner justement une dimension d'accueil de biodiversité. Donc, je donne la parole. Bonjour à tous. Déjà, je vais vous faire une toute petite présentation du territoire pour que vous voyez dans quel contexte territorial on se situe. Et aussi vous dire qu'aujourd'hui, on vous fait un beau cadeau puisque vous avez l'exclusivité mondiale du logo Le Repère. C'est la première fois qu'on le montre. Donc voilà. Brocéliande Communauté, c'est un EPCI qui réunit 8 communes pour 19 000 habitants. C'est le plus petit EPCI d'Ille-et-Vilaine. Et il se situe à l'ouest du département. Il est tiraillé entre deux totems, un totem économique qui est Rennes Métropole, et on est en frange métropolitaine, et un totem environnemental qui est la forêt de Pimpon, la forêt de Brocéliande, qui est mondialement connue. Et ça induit des dynamiques qui sont multiples. Une dynamique hyper forte en termes de résidence, en termes d'économie en frange métropolitaine, et une dynamique très forte en termes de tourisme vis-à-vis de la forêt de Brocéliande. Et c'est dans ce contexte territorial que les élus ont souhaité s'interroger sur notre manière dont on a d'accueillir les porteurs de projets économiques, parce qu'on va bien parler d'un projet économique ici, et de la manière dont on accompagne notre tissu économique sur le territoire. Et vous allez voir comment est-ce qu'on arrive de ce point-là, de ce point de départ qui, a priori, est assez éloigné de la biodiversité, et comment est-ce qu'on va réussir à intégrer ça dans ce projet. Donc les élus ont lancé une concertation très forte des acteurs économiques sur le territoire, ont constaté lors de l'élaboration de ce diagnostic d'une certaine appétence pour la thématique environnementale sur le territoire des acteurs économiques. Donc ça, c'est un premier constat contre-intuitif. De par ce diagnostic de territoire, on émerge à un pré-programme dans lequel les élus ont voulu marquer une volonté très forte d'accompagner les entreprises en local, comme je le disais tout à l'heure, de façon très qualitative, de façon très agile, d'oser parler d'innovation, d'attractivité et de rayonnement sur un territoire comme le nôtre, qui est un territoire rural. Et surtout, c'est ce troisième aspect qui va nous intéresser, d'affirmer une volonté d'agir en faveur de la transition écologique et de créer en fait des points de transversalité entre toutes les compétences de l'EPCI. Ça se ressent déjà dans une gouvernance qui est très forte. On avait un copil d'élus qui était composé de 4 vice-présidents de la Comcom et du président, c'est-à-dire en gros quasiment la moitié des élus du bureau, et une gouvernance partenariale en matière technique, puisqu'il y avait une tête de pont qui était le développement économique, mais en fait on était accompagné de référents techniques pour chacune des thématiques qui allaient être traitées dans le repère. Donc une fois qu'on a ça, on a un pré-programme qui est un petit peu avec plein d'ambitions, avec plein de choses qui sont un peu mélangées. On va professionnaliser ça, si j'ose dire, grâce à un programmiste qui est l'agence Déclic, qui va en fait nous proposer d'écrire un programme qui va être intelligible par les architectes, qui va leur permettre de bien intégrer les valeurs qu'on essaie de mettre dans ce projet. Et on a un projet du coup qui émerge avec 3 grandes thématiques: entrepreneurial artistique, comme on a pu le voir tout à l'heure, et puis la thématique environnementale qui va être du coup la traduction de l'ambition environnementale
Et donc le programmiste, là, il nous aide à bâtir ce programme-là avec, en gros, des traductions techniques. C'est-à-dire, en gros, on dit on veut être ambitieux, lui traduit ça par bâtiment passif, production d'énergie renouvelable, utilisation des écomatériaux, etc., etc. Et à cette époque-là, on a en gros 3 grandes ambitions environnementales. La première, c'est d'avoir un bâtiment sobre et économe en énergie. Donc en gros, un bâtiment passif, labellisé Passive House, et qui répond à un certain nombre d'exigences. Un bâtiment à faible impact, c'est-à-dire en gros recours maximum aux écomatériaux et une réflexion sur le cycle de vie du bâtiment. Donc là, on a aussi répondu à certains appels à projets comme celui de l'ADEME et celui de F2B. Et un bâtiment agréable et sain à vivre. Ça, c'était les premières exigences environnementales. Partant de là, on va faire appel à un architecte qui s'appelle 15 Architectures, qui se constitue en groupement dans lequel il y a un cabinet qui s'appelle Inoki. Et durant l'accompagnement, entre l'esquisse et la phase APD, APS même, avant le projet sommaire, en fait, ils vont nous proposer de travailler sur une thématique qui est rarement travaillée dans ce genre de projet. C'est la thématique de la biodiversité. Et à la Concom de Brocéliande, ça a coïncidé avec tout un cycle d'actions que l'on menait sur cette thématique. Et en fait, l'alignement des planètes a fait que effectivement accepté de travailler sur cette thématique et de l'inclure dans notre projet. Et donc avec grand plaisir, on est arrivé sur ce projet donc très ambitieux. Donc en fait, ce qui nous a beaucoup séduit aussi dans ce projet-là, c'est qu'on avait un pilier qui était vraiment sur l'énergie, un pilier sur le carbone, et cette grande ambition, on l'avait sur quasiment aucun projet, d'avoir en même temps ce pilier sur la biodiversité. Donc on avait un impact sur l'environnement qui était complet, quelque chose qui était bien assis sur ses 3 pieds, voilà, et qui nous permettait d'avoir quelque chose d'assez efficace et d'assez prometteur quand on arrivait. Donc on est parti assez vite sur le projet. Peut-être pour vous rappeler, on est passé tout à l'heure assez rapidement avec Léa sur cette partie-là. Qu'est-ce que l'AMO et Finature? Parce que c'est mon rôle dans ce projet d'accompagnement sur le repère. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quand est-ce qu'on intervient? Je voulais juste reprendre un petit temps avec vous pour vous montrer à quel moment on peut être présent et à quel moment justement il y a des moments clés. Donc on a un accompagnement qui est sur les 3 phases principales du projet, donc dès la conception. Donc là on arrivait en APS, mais sur son petit frère qui est le AJE qui était présenté tout à l'heure, on arrivait même dès en esquisse, parce qu'il est arrivé un petit peu plus tard. Ensuite, après la phase de conception, on a tout un accompagnement en phase réalisation qui est notamment en suivi de chantier, avec toute la phase travaux. Et en dernier, on a aussi un accompagnement qui est optionnel maintenant, qui est sur l'exploitation. Donc on a un suivi à 3 ans sur le projet, une fois le bâtiment livré. C'est assez intéressant parce que là, on est aussi dans cette démarche vraiment de compétences et de montée en puissance sur Brocéliande. On a un accompagnement sur Finature HVE. Donc il y a 2 niveaux, le niveau classique et le niveau HVE, qui est haute valeur écologique, pardon. Qui est un petit peu plus ambitieux encore que le niveau de base. Donc là, en HVE, on a l'accompagnement sur les 3 ans suite à la réception du bâtiment. Donc à chaque phase, on va avoir un accompagnement qui va être de soutenir et de préserver la faune qui est sur site. Donc ça, je vous le détaillerai peut-être un peu plus après. Pareil, de développer le patrimoine arboré et floristique en fait, qui est présent ou qui pourrait être développé pour optimiser un petit peu le site. On a également un axe assez fort sur le sol, un sol vivant, un sol perméable, parce que c'est la base de tout développement de la vie, tout simplement. Et puis peut-être ce qui fait la force de ce dispositif aussi, c'est la réduction des impacts. Donc, qui vont être la réduction des impacts qu'on va penser en phase conception, mais qui vont être surtout présents en phase réalisation et exploitation. Donc tout ce qui peut être impact de la lumière, ça, on l'a déjà pas mal évoqué, les nuisances aussi sonores, principalement en chantier, qui peuvent être assez problématiques. Et puis tout ce qui est gestion des déchets. Voilà. Et le dernier pilier, ça va être la sensibilisation de tous les acteurs, parce qu'à chaque phase, tout le monde est formé. Voilà. Donc toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, toute l'équipe chantier, et puis après les usagers et les gestionnaires. Donc tout le monde connaît les enjeux sur site et sait sur quoi on peut jouer, sur quoi on est attendu, quelles sont les exigences et quels sont les impératifs. Voilà. Alors là, la présentation est un peu sautée, mais c'est pas très grave.
Donc en phase conception, eh bien, on va le redire encore une fois, on a commencé par un diagnostic écologique, c'était un des piliers importants, donc on le dit, on le redit, et je pense que c'est vraiment important. On a été voir directement ce qui se passait sur site dès qu'on a été missionné sur ce projet. Alors, il faut savoir que c'était une friche industrielle, on va dire une friche qui était utilisée par les espaces verts. Donc un site, alors on peut dire friche, attention, il va y avoir beaucoup de biodiversité. Là, attention, on est sur une friche où on avait quasiment que du sol à nu, avec des amas de matériaux, des pelleteuses en permanence, des déplacements de terre, de matériaux, voilà, avec des arbres qui avaient été un petit peu malmenés. Et puis une végétation qui peinait vraiment à s'installer, et dès qu'il y avait même un petit espace de prairie, etc., c'était vraiment une fauche à rats. Donc quelque chose d'assez strict et avec une biodiversité qui avait bien du mal à s'exprimer. Cependant, quand on a été voir ce qui se passait sur place, on a eu la bonne surprise de voir que la biodiversité et le monde vivant étaient quand même très résilients. Et on a eu des bonnes surprises à trouver un certain nombre d'espèces et un certain nombre d'habitats d'intérêt. Voilà. Donc on a commencé dès le départ avec ce diagnostic à faire la balance entre le programme qu'on a, qui est très ambitieux et qui doit répondre aux besoins des usagers, et puis de l'autre côté, ce qu'on avait trouvé, et puis les espaces sensibles et les espaces qui ne demandaient qu'à s'exprimer en termes de biodiversité. Donc on a joué sur ce compromis pour essayer de trouver les meilleures solutions tout au long du projet. Donc concrètement, comment ça va se traduire? On voit là sur ce projet, alors, attendez, je vais peut-être regarder en même temps que vous, ce sera plus sympa. Donc là, on voit clairement qu'on a... alors sur cette partie-là, vous avez ce qui était initialement présent, donc avec en beige la partie qui était assez malmenée. Et donc là, on voit déjà l'implantation du bâtiment. Dès le départ, on a commencé à revoir un petit peu les implantations, ce que nous permettait le PLU, pour essayer de mettre les bâtis là où on était sur des zones déjà dégradées, quitte à densifier et d'urbaniser. On s'est dit, voilà, là clairement, il faut tout de suite le mettre sur les zones qui n'ont pas d'enjeu, qui sont déjà détériorées assez fortement. Donc là, on n'a pas eu de souci à convaincre. Et puis, on a aussi placé à cet endroit-là tout ce qui est voirie, tout ce qui va être imperméabilisation des sols, donc toutes les zones d'accès. Et puis en bas, là, on a les zones qui vont être liées aux ateliers, donc les zones de dépôt. Donc là, on va avoir un petit peu d'enrobé. Et puis tout ce qui est parking, on a désimperméabilisé justement sur les parkings pour avoir des parties qui sont en pavé drainant, en gazonné. Voilà. Ensuite, peut-être ce qui est assez intéressant, c'est de la partie de renaturation, parce qu'on était sur un site très dégradé. Donc on a une renaturation notamment tout en haut là, sur le bassin de rétention. C'était une petite prairie avec un potentiel humide, mais qui a été drainé par un fossé qui n'était pas très strict et avec aucune végétation. Donc avec personne dedans, pas d'animaux, pas de grenouilles, pas de rien. Donc là, cette zone, elle est renaturée avec des espèces locales et elle permet là, justement d'avoir une zone humide qui reprend ses fonctionnalités. Et puis, surtout une connexion écologique avec les milieux adjacents, avec toute une reconnexion avec les haies bocagères où certaines entrées justement ont été remodifiées. On a pu faire en sorte de ne pas détruire les haies présentes et de redensifier à des endroits où elles étaient justement quasiment inexistantes ou très malmenées et extrêmement taillées par exemple. Voilà. Donc ça c'était un peu les fondements du projet. En renaturation, on a aussi des petites prairies fleuries qui sont rapportées sur le site. On a aussi pas mal, on a 700 arbres et arbustes qui sont plantés quand même sur ce projet-là, puisqu'il n'y avait plus rien du tout, en fait, sur tout le centre de la parcelle, avec aussi une redensification des haies. Et puis un travail sur la palette végétale. Alors je le fais assez court parce qu'il y a quand même 80 indicateurs, donc je ne pourrais pas tout vous exposer ici, mais aussi un travail sur la palette végétale qui permet d'être nourricière toute l'année. Voilà. Donc on a un habitat, mais on a aussi le gîte et le couvert en fait, qui sont présents sur le site. Donc avec aussi un espace de petits fruitiers, d'arbres, de toutes sortes à baies, etc. quoi. Et puis un des gros points importants qui a été sur ce projet, qui a été sujet de nombreux échanges et débats au départ, c'est la partie où vous voyez un roncier.
On a un très très gros merlon qui est à cet endroit-là. Et quand on a fait les premiers inventaires, on a trouvé une blaireautière immense sur ce site qui s'y était installée. Normalement, ce merlon devait disparaître. Donc là, je vais peut-être te laisser la parole, Arnaud. Ouais, c'est le totem en fait de cette parcelle. Finalement, ça va même pas être le bâtiment, ça va être cette blaireautière. Parce qu'en termes de positionnement politique, c'est là où on voit que l'accompagnement d'Inoki et de 15 a été hyper important, c'est de faire accepter qu'un bâtiment totem qui est l'investissement majeur du mandat précédent et de celui-ci, donc c'est pour dire l'importance pour le territoire de cette parcelle de cet investissement, soit masqué à l'œil humain par un merlon de terre qui fait quelques mètres de haut et qui est très très dense. Et en fait de le faire accepter comme étant partie prenante du projet et comme étant une plus-value. Alors c'est vrai qu'à l'œil humain, a priori c'est pas top, et en fait c'est justement de faire accepter ce changement de point de vue et d'intégrer en fait une certaine beauté aussi dans la présence de ce merlon-là, et de créer un espèce d'événementiel autour du fait qu'il y a une blaireautière et que c'est intéressant, c'est vivant, on a pris des photos du blaireau et ça a permis à toute l'équipe de s'en saisir, etc. Et de partir de quelque chose qui aurait dû être détruit et qui n'avait finalement aucune valeur à notre œil de maîtrise d'ouvrage, et de transformer ça en étant finalement le fer de lance du portage politique en faveur de la biodiversité. Donc ça c'est très intéressant. Enfin, dans ce roncier, il y a bien sûr le terrier de blaireau, mais on avait aussi beaucoup d'autres espèces, des petits passereaux bien sûr qui sont bien protégés dans le roncier. On avait aussi des lapins, on avait aussi du lucan cerf-volant. Enfin voilà, c'était une zone finalement la zone la plus riche. Juste pour compléter sur les aménagements, ce que je ne vous ai pas dit, c'est on est sur un CBS, donc un coefficient de biotope par surface qui est de 0,62 sur ce projet-là, donc qui est assez élevé, puisque normalement dans les finatures on devrait être à 0,4 au minimum. Donc on voit qu'on est quand même déjà assez haut. Et ce qui est permis aussi par une zone de pleine terre qu'on a pu conserver sur le projet, qui est non négligeable. On est quand même à 40% de pleine terre, uniquement pleine terre. Voilà. On a beaucoup parlé des nichoirs, donc je vais aller assez vite là-dessus. Mais en phase conception, l'idée c'était d'offrir un espace naturel, sachant qu'on est sur un site qui fait 1,5 hectare, donc on a quand même de quoi faire. De plutôt développer des espaces naturels qui soient propices et des habitats qui permettent aux espèces de s'implanter dans un espace naturel. Mais on a quand même fait le choix sur le bâti, enfin sur les deux bâtis, sur l'UAJE qui a été présenté tout à l'heure, et puis là sur le repère, d'implanter des espèces dans le bâtiment. Enfin sur le bâtiment. Quelles espèces on a implantées? On s'est principalement orienté vers les espèces anthropophiles. Donc on va avoir bien sûr les martinets et les hirondelles qui ont leur place bien prévue sur ce projet-là, notamment sur le repère, parce qu'on a toute une zone d'atelier. Donc là, la cohabitation était beaucoup plus simple à gérer. Donc on a même mis un nichoir à chouette et frais. Voilà, parce que là, les usages permettaient totalement de l'intégrer. Et sur les zones qui sont, du coup, plus de ce côté-là, on a les zones qui sont plus bureaux avec la cafétéria, les zones communes et tout, où on a plutôt mis des nichoirs qui permettaient de sensibiliser. Alors ça va plus être des oiseaux qui vont fréquenter les mangeoires. Donc ça permet aussi de les voir quand on prend son café, de pouvoir en échanger, de pouvoir ressentir la biodiversité qu'il y a sur le site. Donc là, on avait plus un objectif de pédagogie. Peut-être dernier point sur cette diapo, c'est un des axes forts aussi, ça a été d'intégrer le vivant aussi dans la conception du bâtiment. Alors là, 15 Architecture a complètement joué le jeu là-dessus. On a une immense verrière, et donc plutôt que de partir sur des brises-soleil classiques, on a opté pour le choix, là, on a été assez vite suivi sur ce point-là, par des ombrières en fait, qui sont réalisées grâce en fait, aux végétaux, donc par des grands arbres qui sont devant les verrières. Voilà. Okay. Enfin, en phase réalisation, là on arrive un peu dans le vif du chantier. Attention, ça va commencer à déménager. Je vais prendre juste quelques points sur lesquels l'accompagnement a été assez, pour moi, significatif. Ça va être de 1, la maîtrise d'ouvrage a joué le jeu et a souhaité intégrer une charte respectueuse de l'environnement, une charte chantier respectueuse de l'environnement, où on a tous les objectifs et finatures qui sont repris dedans. Et c'est une des pièces marché. J'insiste parce que du coup, chaque entreprise a dû la signer au moment où il a fait son offre. Et il s'est engagé à respecter la biodiversité sur le site et à respecter les exigences
du référentiel, des finatures. Donc là, on a vraiment une démarche déjà d'engagement dès le départ. Ensuite, comment ça se concrétise sur le chantier? Là, je vous ai mis une petite photo en face chantier. Vous voyez qu'on a des barrières ERAS qui bloquent en fait certaines zones. Il y a des zones sensibles, en fait, tout simplement, où on n'a pas le droit d'aller. On n'a pas le droit de stocker, pas le droit de déverser des produits, pas le droit de mettre des véhicules. Enfin voilà. On a mis des barrières pour être sûr que personne n'y aille et qu'il n'y ait pas de tentation. Donc ça se matérialise sur le pic qu'on voit là, le petit schéma. On a en rouge les talus qui sont des zones, voilà, personne n'y touche, personne n'y va. Des zones de stockage, là on permet aux entreprises de travailler dans de bonnes conditions, donc de stocker leurs matériaux, de mettre les bases de vie, de mettre les bennes à déchets, de mettre les engins, enfin, voilà, et qui sont en fait les futures voiries et parkings. Donc c'est des zones où il n'y a pas de difficulté en fait à avoir du tassement de sol par exemple. Et on a les zones de stockage de terre, on en a aussi parlé tout à l'heure. La terre végétale a été conservée sur le site avec sa banque de graines pour pouvoir ensuite être réutilisée dans les espaces verts. Ouais, cette question-là de l'accompagnement sur le chantier est hyper importante, parce que je ne sais plus quel intervenant me disait tout à l'heure, c'est à chaque étape du projet, il faut refaire de la pédagogie, il faut réinsister, il faut être, faire preuve de patience aussi un peu. Et du coup, ce référentiel et l'accompagnement d'Inoki, c'est un garde-fou pour nous sur le chantier aussi, avec les entreprises, parce qu'on a des règles communes et on a une ligne d'horizon commune qui est la certification. Et du coup, les entreprises acceptent de bénéficier de l'image positive de cette certification lors du chantier, mais il faut aussi qu'elles acceptent toutes, on ne va pas dire contraintes, hein, je vais reprendre, toutes les façons de faire plus positives qu'on peut avoir sur ce genre de chantier. Donc voilà, c'est aussi rassurant d'avoir ce genre de choses pour les services techniques qui portent le chantier, parce que du coup, il y a toujours l'appui d'Inoki et d'Alice, entre autres, pour faire respecter certaines règles. Donc, entre autres, de préserver certains espaces, de faire attention à la pollution sociale. Je voulais juste rebondir, c'était pas forcément prévu dans l'intervention, mais c'est vrai que les entreprises ont vraiment joué le jeu. Par exemple, elles nous ont appelés quand elles découvraient des espèces. Voilà, elles nous ont dit dès que j'arrivais sur le chantier, la première chose qu'on me disait en général, c'est mais à tel endroit j'ai vu des hirondelles qui prenaient de la terre. Alors on a eu des premiers habitants déjà sur le bâtiment. On a notamment une petite nichée qui s'est installée dans un mur en terre intérieure en face chantier. Donc on a dû prévoir, notamment pendant la phase estivale où normalement le chantier était fermé, de laisser des entrées pour que les parents puissent aller venir et nourrir leurs petits jusqu'à ce qu'ils sortent du nid. Voilà. Et ça, c'était vraiment les artisans qui étaient présents, qui nous ont alertés et qui nous ont dit mais regardez à cet endroit-là, venez voir, il faut que vous veniez, il y a des choses qui se passent. Quoi. Donc ça, je trouve que la sensibilisation a plutôt bien fonctionné et tout le monde s'est pris d'amitié même pour notre blaireautière qui n'était pas gagnée dès le départ. Voilà. Et toutes ces espèces-là et même la chouette finalement est assez bien intégrée maintenant dans même si elle fait quelques méfaits encore pour le moment. On est en train de le résoudre, mais ça se passe plutôt bien, même avec les artisans sur le site, et qui jouent le jeu et qui gardent le chantier, vraiment, et qui font attention aux espaces sensibles. Et 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Non, parce que c'est l'aspect aussi important pour le repère, parce que les élus avaient aussi cette volonté d'inscrire dans le long terme, cet engagement, c'est de ne pas se dire on labellise le bâtiment, puis une fois que c'est fait, c'est bon, on retourne à notre petite façon de faire. Donc en fait, il y a un très gros pan de ce projet qui est prévu sur l'exploitation, avec... je vais pas du coup le développer, mais avec une animation spécifique, avec une sensibilisation des acteurs, des usagers, des utilisateurs des trois projets sur la parcelle spécifiquement prévue, et puis surtout une gouvernance qui intègre les usagers et qui leur permet aussi d'être partie prenante de ça. Et ce programme, il a vocation à événementialiser un peu le quotidien, à événementialiser un peu la nature, et justement, comme je le disais tout à l'heure, à réadopter une vision où on va s'exciter de voir des animaux, on va trouver ça intéressant de voir passer les saisons, nicher, des crottes d'une chouette chevêche sur son belle vitre, et on était content de les voir parce que ça veut dire qu'elle était là. Donc c'est tout ça en fait, d'essayer de l'événementialiser, d'essayer de le faire comprendre aux usagers et aux politiques.
Donc voilà, on rentrera un peu en détail. Donc on voit que les efforts de pédagogie en tous les cas sont encore importants. Et j'invite dans le public, parce que vous l'avez quand même aussi illustré, si vous avez encore des questions, on parlait dans la première table ronde de la question des nuisances, on voit quand même que mener un chantier, il y a quand même des attentions à avoir pendant le chantier, que ce soit sur des temps où l'on peut intervenir ou pas, ou que ce soit sur des zones sur lesquelles on peut intervenir ou pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi d'aller voir des personnes qui ont vraiment mené ces chantiers de A à Z et qui peuvent vous apporter une expertise. Donc voilà, ça pouvait être intéressant. Donc merci en tous les cas pour ce beau témoignage. On espère que les blaireaux se portent bien et tous les animaux, toute la faune et la flore présentes sur le site. Je vais maintenant donner la parole à Justine Royer. Donc vous travaillez à la Ligue de protection des oiseaux et aujourd'hui la Ligue de protection des oiseaux ne se contente pas de protéger les seuls oiseaux, mais vous avez développé une série de compétences et d'expériences autour aussi de la préservation, voire des stratégies d'intégration de la biodiversité dans des projets. Et vous allez pouvoir nous parler alors, un projet et le deuxième si on en a le temps. Le premier, c'est lorsqu'on a parlé des contraintes, on peut se dire que des personnes qui pourraient être extrêmement sensibilisées à la question du bâtiment peuvent ne pas l'être forcément. Vous avez vécu, vous, avec la LPO, l'expérience de la rénovation d'un bâti qui était classé, architecte des bâtiments de France, et qui en cours de projet, finalement, on les alerte sur le fait qu'ils n'ont pas repéré qu'il y avait une présence d'habitat, enfin d'une faune, et qu'ils ne l'avaient pas du tout pris en compte. Et là, vous allez pouvoir montrer que quand ça arrive, il peut y avoir aussi des solutions qui peuvent se mettre en place assez rapidement, tant qu'il y a un accompagnement et une compétence qui vient accompagner ce constat. Si vous pouvez nous raconter un peu ça. Oui, bonjour à tous. Effectivement, en fait, on a une bénévole qui est très active sur Rennes, Samuel en a parlé tout à l'heure, qui détecte en fait beaucoup d'espèces protégées dans le bâtiment. Et ça a été le cas à la cathédrale Saint-Pierre. Alors c'est 2 diapos après, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Donc en fait, c'est du vieux bâti, donc ça sera le prochain événement de Bâtilab, c'est super. On s'est aperçu qu'il y avait des martinets notamment qui nichaient au sein des murs. Et en fait, on a vu des échafaudages arriver. Donc là, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer pour les martinets? Donc on les a tout de suite contactés pour les prévenir de la présence des espèces protégées. Et on a tout de suite eu une réunion qui a été organisée avec du coup la LPO, l'OFB et aussi la DDTM, donc qui autorise les dérogations. Et on s'est aperçu qu'en fait, les travaux qui allaient avoir lieu n'impactaient pas du tout les nids. Donc en soi, ils n'avaient aucune obligation à faire des choses. Mais ils étaient tellement finalement surpris de savoir en fait qu'il y avait toute cette faune qu'il y avait dans les murs, qu'ils ont quand même voulu faire des choses. Donc là, on voit quelques aménagements. Si on prend celui-ci par exemple, c'est tout simplement un rejointement qui a été pensé avec une cavité derrière et on a fait l'ouverture spécifiquement pour le martinet. Alors on parlait de compétition, enfin, le moineau par exemple pourra très bien utiliser cette cavité. Et des fois ils ont voulu bien faire aussi pour les martinets, notamment cette ardoise-là que vous voyez. L'objectif c'est de faire une toute petite ouverture pour martinet. Sauf que le martinet, il a des toutes petites pattes. Donc si on met son trou en hauteur, avec une ardoise qui glisse, il ne peut pas du tout s'accrocher, en fait, ça va faire un piège. Donc là, on parlait tout à l'heure des chiroptères avec le gîte à l'inverse, les martinets, c'est exactement pareil. Donc quand on a vu ça, on a fait, alors c'est très bien votre initiative, mais là, il va falloir faire autrement. Donc finalement, ils ont recoupé l'ardoise pour la mettre à la dimension d'une autre espèce, ce qu'on appelle les nichoirs semi-ouverts, donc pour les rouges-queues, les rouges-gorges, les bergeronnettes. Donc voilà, c'est des petits aménagements qu'ils ont mis en place comme ça. Je vais passer après. Ils ont aussi pensé aux chauves-souris, parce que les chauves-souris peuvent se mettre partout dans les bâtiments, dans les toutes petites fissures. Donc là, ils ont travaillé avec une autre association, Bretagne Vivante, pour en fait créer des fissures. Là, cette fois-ci, c'est vraiment eux qui ont créé les fissures entre les pierres pour proposer des petits gîtes aux espèces. Et aussi, je pense pas que le schéma soit très parlant, mais en fait, c'est un trou de boulin qu'on a réaménagé avec des planches verticales à l'intérieur pour qu'en fait, on crée plein de gîtes pour les espèces
en changeant en fait les espaces pour en fait que ça convienne à plusieurs espèces de chauves-souris. Est-ce que ces installations, est-ce qu'elles ont été chiffrées? Est-ce que vous avez chiffré à la LPO en termes économiques En fait, on les a pas chiffrés dans le sens où là pour le coup il y a quasiment eu 0 achat d'aménagement. Ça a été que en fait c'était Jérémy Alain qui parlait tout à l'heure du journal mis et puis juste on fait pas. Là c'est quasiment pareil, c'est juste un peu de temps que les artisans ont pris pour faire ces aménagements là. Mais du coup on n'a pas chiffré du tout. Mais j'imagine que c'était vraiment un coût très peu élevé. Oui, c'est dans la conception, Oui. c'est directement intégré dans la conception. Et on le voit aussi, on parlait de fausses bonnes idées. Et bien là, par exemple, voilà, on voit qu'en voulant bien faire et en voulant intervenir ou être un peu trop proactif pour la nature, et ben on peut aussi voilà, avoir des actes qui peuvent être corrigés derrière, dans tous les cas avec un accompagnement. Alors vous avez aussi accompagné un projet dans le Morbihan concernant des moineaux. Et là, il y avait vraiment énormément d'habitats qui étaient concernés et qui étaient extrêmement impactés par le projet de rénovation. Alors, quelle solution vous avez trouvée? Comment s'est passé ce projet? Là, en fait, effectivement, c'est un projet qui est porté par un bailleur social avec lequel on est en partenariat. Il y avait 3 barres d'immeubles et celles-ci vont être démolies. Sauf qu'en fait, je ne sais pas si vous le voyez bien, ouais, si, c'est les bouches d'aération entourées en rouge, en fait. Elles étaient occupées par des moineaux. Donc on a repéré 60 nids de moineaux. Donc première phase, déjà, c'était faire un inventaire. Les bailleurs nous ont contactés assez en amont parce qu'on est en partenariat avec eux. Donc en fait, ils savent très bien comment on fonctionne, ils savent très bien qu'il faut nous appeler bien en avance avant de penser aux travaux. Donc on a fait un inventaire de mars à juin 2022, on a trouvé les 60 nids, on a pensé à des solutions, sauf que là, 60 nids à compenser, c'est énorme. Donc on a eu l'idée de faire une cabane pour moineaux, donc vraiment un habitat pour les moineaux. C'est la photo qu'on voit au milieu. Donc cette cabane-là, elle accueille, je crois, 24 nichoirs, mais il y a 3 sites de nidification dans les 24, dans un nichoir, il y a 3 sites de nidification. Je crois que du coup, on en était à, je sais plus combien ça fait, mais c'est quasiment déjà la compensation des 60 nids. Donc ça, c'était dans un premier temps. Ensuite, il fallait bien réfléchir à quand on allait démolir les barres d'immeubles. Il fallait pas que les moineaux soient déjà installés. Donc on est venu obstruer toutes les bouches d'aération pour éviter qu'ils viennent nicher. Ça, c'était aussi en mars. Et on voyait déjà quelques moineaux qui faisaient des allers-retours pour construire le nid. Donc on s'est dit, il était grand temps. Donc voilà, donc la cabane était mise en mars. Et puis, je peux peut-être parler des résultats. Donc cette année, en 2023, on est allé faire un suivi. Et pour l'instant, il y a 3 nichoirs qui ont été occupés. Donc on se dit, bon, bah, finalement, c'est pas beaucoup. Mais il n'y a qu'une seule barre d'immeuble qui a été démolie. Donc en fait, ça veut dire que potentiellement, tous les couples qui étaient sur cette barre d'immeuble démolie sont allés sur les 2 autres qui restaient. Donc finalement, c'est un résultat qui est plutôt encourageant. Je crois que j'avais mis une photo d'un... Oui, voilà, juste après. Une photo d'un petit moineau qui est sur son nichoir. Voilà, juste là. Donc c'est un peu une innovation d'avoir fait cette cabane spécifiquement pour les moineaux. Alors on en a profité aussi pour essayer d'aider d'autres espèces. À l'intérieur, on a prévu un espace pour les hirondelles rustiques, des petits tas de bois pour aussi favoriser la petite faune. Donc voilà. Et tout ça, c'était aussi du bonus. Enfin, logiquement, là, en fait, l'obligation légale, c'était juste pour les moineaux. On parle des fois des effets collatéraux, par exemple sur les cabanes à insectes, où finalement on va mettre en concurrence ou à proximité des espèces qui ne peuvent pas vivre ensemble. Vous pouvez aussi accompagner pour savoir que la cabane, elle est conçue avec des espèces qui vont bien vivre ensemble, qui peuvent vivre à proximité sans se mettre en concurrence. Oui, c'est ça. Là, en fait, on a affaire à des espèces coloniales. Donc, en fait, justement, elles vivent ensemble. En tout cas, pour les moineaux. Les autres espèces, comme c'est quand même des habitats en fait bien différenciés, ils vont pas se gêner. J'ai oublié, il y a aussi les chauves-souris dans les combes, un aménagement qui a été fait. Il est à améliorer, mais en tout cas, ça a été construit pour. Donc là, effectivement, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir.
Donc aujourd'hui, la LPO vous accompagne, vous pouvez intervenir à partir de quel stade, et on l'a vu là, jusqu'à l'accompagnement de la proposition de solution, mais vous intervenez à quel moment on peut contacter aujourd'hui la LPO sur ces questions? Et ben, comme tout le monde a dit, le plus en amont possible. Mais en fait, des fois on nous contacte, je sais plus quel, je crois que c'était Biosphérène, on disait on nous contacte la veille pour le lendemain. Bah nous clairement, on nous contacte au mois de novembre pour des travaux au mois d'avril où il y a des hirondelles. Bah non, on n'a pas eu le temps de faire un inventaire, on n'a pas eu le temps de prendre justement de chercher des mesures d'évitement, de réduction. Pour nous, ça ne va pas être possible. Donc, on accompagne les projets où les personnes sont réellement sensibles et veulent faire les choses bien, en fait. On a le temps de faire les choses bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces deux projets, qui sont vraiment des cas extrêmement concrets? Alors, Oui, bonjour. J'ai une question surtout pour la LPO en ce qui concerne justement sur la ville de Rennes. Je sais qu'il y a beaucoup de sites qui ont été repérés, identifiés. Nous, on a eu plusieurs fois, notamment sur des permis de construire, de rénovation sur lesquels on nous a alerté de la présence d'habitats repérés. Mais on n'a pas d'accès en fait à ces documents. Et c'est pour moi un vrai problème, puisque même nous en amont, on ne peut pas aller conseiller nos clients pour leur dire attention, ici, soit chez vous, soit chez votre voisin qui est en mitoyenneté, il y a un site qui est repéré d'habitat, et du coup, on va devoir éviter cet endroit-là. Quand on fait une petite rénovation, voire une extension, une rénovation de maison, ça revient à la question qui avait été faite avant, sans parler du temps d'étude. Même en financement, là, on n'est pas sur des projets à plusieurs millions. On ne fait pas une étude écologique pour ravaler sa maison ou pour faire une petite extension. Donc l'accès aux études qui ont déjà été faites, aux éléments qui ont déjà été repérés, est pour moi une vraie question, parce qu'elles ne sont pas, par exemple, intégrées dans le PLU de la ville de Rennes. Ouais, alors il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, quand on fait un ravalement ou une petite rénovation, pour moi, si, on peut faire une étude d'impact, alors pas forcément aussi grande que sur un projet qui va prendre 2 ans, mais pour moi, c'est obligatoire, en fait, de savoir ce qu'il y a. Et les données que nous, on a à disposition, en fait, ce sont des observations d'une bénévole qui passe dans la rue. Donc, en fait, on n'a pas du tout accès à toutes les façades des bâtiments. C'est juste une indication, et en fait, quand vous avez cette indication-là, ça veut juste vous dire, faites attention encore plus, parce que potentiellement, il y a beaucoup plus de choses que nous, on a vues. Ensuite, pour l'accès à ces données, on y travaille avec la ville de Rennes. Je sais que Charlotte doit être par là. On y travaille. En fait, on a donné toutes nos observations à la ville de Rennes, qui a permis de cartographier tous les nids. En interne, ils ont accès à cette carte. Après, on réfléchit effectivement à savoir qui a accès à ces données. On a bien fait remonter que certains promoteurs, justement, nous disaient bah oui, mais nous, on ne savait pas, alors que vous, comment ça se fait que nous, on n'ait pas accès à ces données? On l'a bien fait remonter. Après, c'est souvent des problématiques de propriété de données, etc. Là, c'est plus compliqué. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que tout le monde devrait avoir accès à ces données. Alors, il y a le site Faune Bretagne, sinon, qui est accessible. Vous pouvez en fait faire une recherche des observations qu'il y a sur Faune Bretagne, mais c'est vraiment un site pour naturalistes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un exemple qui est très intéressant à la ville d'Auch, où en fait ils ont fait le même principe que nous, donc c'est-à-dire cartographier tous les nids. Pour l'instant, c'est que les nids d'hirondelles. Et en fait, ils ont quelques lignes de code qui permettent d'envoyer une alerte dès il va y avoir des travaux, mais même si c'est juste des travaux de rénovation ou un ravalement de façade, il y a une alerte par mail qui est envoyée au chargé de mission biodiversité en disant à tel endroit, il y a un nid à moins de 50 mètres, attention, prenez-le en compte, et du coup, ça permet de directement contacter le propriétaire. Mais là encore, c'est quand il y a un permis de construire ou une demande de travaux. Peut-être juste ajouter un petit point pour des projets, notamment sur les façades.
dans les bureaux d'études, on est aussi en mesure de vous faire des diagnostics, on va dire diagnostics flash, ou en tout cas des diagnostics sur le bâti. On le fait de temps en temps sur des réhabilitations, sans forcément d'obligation réglementaire. On ne va pas être sur des coûts très élevés, on ne va pas être sur un passage 4 saisons, mais ça permet déjà d'identifier est-ce qu'il y a des espèces présentes ou pas sur le site. Par exemple, s'il y a des... Alors, ça va dépendre de la période, bien entendu, de votre chantier. Mais si vous le prenez assez longtemps à l'avance, on peut s'organiser pour faire un passage sur site et lever déjà un certain nombre de contraintes qui pourraient avoir lieu ou pas, quoi. Voilà. Ça peut être une réponse si vous estimez ou si vous pressentez qu'il y a quelque chose, notamment si vous voyez des fientes, n'hésitez pas à prendre contact, au moins pour déjà avoir un avis. Je peux me permettre d'intervenir. Donc, j'en profite de la présence et de la LPO et de la ville de Rennes pour pousser justement le sujet. Je pense que sur l'aspect instruction liée aux travaux, le ravalement de façade, et puis notamment ce qu'on appelle le droit à l'échelle sur le domaine public. Je pense que maintenant que Rennes dispose des données LPO, il y aura peut-être dans la phase d'instruction et de délivrance d'autorisation à occuper la voie publique, je pense qu'il y aura intérêt à peut-être mettre une case, alerter au moins le maître d'œuvre pendant qu'il dépose cette demande que l'espèce est présente. Ça, c'est pas fait automatiquement aujourd'hui, donc c'est pas obligatoire. Mais voilà, l'aspect urbanisme est géré par la ville, et je pense qu'elle a vraiment intérêt aujourd'hui à rentrer dans cette démarche pour limiter et les désagréments de la personne qui fait les travaux, et puis l'atteinte à la biodiversité. Oui, du coup, c'est vrai que c'est pas fait automatiquement, et là, en fait, c'est le travail d'une bénévole. Elle va avoir chaque semaine à la mairie les demandes de permis de construire, etc. Elle prend les contacts et elle envoie un mail à chaque propriétaire. Tout ça, c'est fait bénévolement. Mais c'est vrai que ça pourrait être automatisé. Parce que, de toute façon, c'est une bénévole. Si un jour elle part, on peut... Tout repose sur elle actuellement. Là, vous avez combien de lits de recensés actuellement sur elle? Pour les martinets, on est à plus de 1100. Moineaux, j'ai plus le chiffre en tête, et hirondelles, rustiques et fenêtres, on doit être à plus d'une trentaine. Sachant que les nids de martinets sont très compliqués à observer, elle fait surtout ça en fait. Pour détecter un nid de martinet, en fait, il faut voir l'individu rentrer dans la cavité. Donc c'est des heures et des heures et des heures passées dans les rues de Rennes pour détecter 1100 nids depuis 2017. Donc c'est un travail monstre. Déjà, si le porté à connaissance était fait à l'ensemble des propriétaires des nids, on peut donner la liste. Ce sera un gros travail déjà de prévention en amont, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Oui, moi je voulais juste me permettre de réagir parce qu'il y a déjà 2 bureaux d'études qui ont dit mais ils ont raison sur le fond, nous si on ne nous donne pas les moyens, pas question de ne pas faire du sale boulot ou entériner Mais il ne faut pas quand même réagir comme un médecin qui, face à une urgence, dirait attendez, moi je n'ai pas toutes les analyses sanguines, je ne sais pas ce qu'il y a et tout ça, et je laisse mourir sur place. Moi. Donc je préfère ce que vous avez dit à l'instant, là, qu'il y a quand même aussi des diagnostics flash. Et puis il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, puis qui font des bêtises, qui interviennent sur des travaux. C'est pas parce qu'on n'aura pas eu une année de diagnostic qu'il faut laisser la catastrophe jusqu'au bout, quoi. Alors sur l'intervention qu'on a montrée tout à l'heure à Lorient Agglo, c'était précisément ça, c'est-à-dire que les travaux étaient commencés, on nous a demandé d'intervenir, au final toutes les infructuosités sont maintenues, on a fait des gabions vivants, les lézards sont installés dedans, et toutes ces choses, une marque est faite, les crapauds viennent prendre dedans, et c'était une urgence, et on n'a pas dit non attendez, n'importe quoi, le diag n'est pas fait, les travaux sont commencés, donc tant pis pour... Non, faut avoir cette attitude modeste et efficace quand même, circonstanciée, comme vous venez de le signaler, ça me semble important de le dire, parce que ça ouvre des potentiels à toutes les personnes qui se disent je suis trop tard, je fais quand même. Ça, c'est important. Alors, je pense que vous avez complètement raison. On essaie de rattraper au maximum et on fait tous notre possible là-dessus. Après, je pense qu'il y a 2 niveaux de lecture. Tout à l'heure, l'intervention, elle portait plus sur des projets d'aménagement, certainement beaucoup plus larges, et qui sont notamment soumis à études d'impact et des fois à des demandes de dérogation espèces, etc. Donc là, on est vraiment sur un aspect réglementaire.
où là, en effet, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et quand on arrive trop tard, si on a vraiment, l'étude d'impact, les inventaires sont réglementés. On ne peut pas faire n'importe quoi, et on ne peut pas se permettre de faire un diagnostic flash dans ces cas-là. Par contre, comme le disait Madame tout à l'heure, ça peut être intéressant quand vous êtes sur une réhabilitation, parce que c'est souvent là où on a des soucis, parce que les espèces, elles se sont installées. Et ce diagnostic flash, moi je trouve que c'est intéressant quand vous commencez à voir qu'il y a quelque chose dans le bâtiment, où vous pressentez qu'il peut y avoir quelque chose, sans obligation réglementaire, parce que là on est sur un hors cadre réglementaire, de se dire, quand même j'ai un doute, avant de me retrouver coincé et de devoir en effet arrêter mon chantier pendant X mois, parce que finalement je vais me rendre compte qu'il y a une espèce et je vais me faire taper sur les doigts, et ben je vais prendre les devants, je vais regarder ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a des chauves-souris, est-ce qu'il y a des martinets, est-ce qu'il y a des hirondelles. Alors les hirondelles on les voit plus facilement, mais en effet les martinets c'est plus compliqué, et les chauves-souris encore plus. Là, ça demande un petit peu plus d'expertise parce qu'elles vont se mettre dans des petits endroits, elles sont extrêmement discrètes. Et là, on passe très souvent à côté. Il y a 2 autres questions en haut de la salle. Et puis, et ensuite, vous pourrez également échanger pendant le buffet. Oui, bonjour. C'est vrai que bon, j'entends tout ce qui est dit, les réflexions que vous avez entre l'architecte, le bureau d'études, mais je vais aller un peu plus loin parce que dans chaque collectivité, maintenant, on devrait avoir un référent biodiversité, un référent environnement. On a des élus dans chaque commune. Moi, je travaille dans ma commission, j'ai des élus qui sont référents environnement, écologie. Donc, il y a le travail aussi à faire au sein des territoires, de telle manière à ce que tout le monde sache exactement ce qui est à faire. Et c'est vrai, parce qu'on a actuellement à porter à connaissance sur notre territoire avec l'OFB, c'est vraiment de bien être sûr que tout le monde soit informé. Et aujourd'hui, moi, dans ma collectivité, j'ai des particuliers qui m'appellent pour telle espèce, voilà. Mais systématiquement, là, on est en train de faire le budget hier, systématiquement, je prévois des budgets pour la biodiversité et surtout des réflexions à la compensation si je dois en effet avoir une opération flash sur une rénovation d'un particulier qui dit, voilà, j'ai des espèces, je ne sais pas comment faire, mais voilà, donc il faut... L'idée, c'est vraiment d'anticiper et de prévoir déjà les budgets, d'organiser tout ça. Oui, bonjour, Gouven Walik du Conseil régional de Bretagne. Moi, j'avais une question à Alice Prino concernant en fait les bureaux d'études, notamment comme Inoki. Comment ils vont intégrer notamment le ZAN dans les projets et notamment comment concilier la densification et la biodiversité. Notamment sur l'exemple de Brocéliande, est-ce que le projet aurait été le même aujourd'hui que hier? Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup... Nous, on arrive un petit peu alors que le projet est déjà déterminé, j'ai envie de dire. On n'est pas... Moi, j'interviens pas en fait sur des inventaires initiaux au moment de la création des AC, par exemple. Moi, quand je vais intervenir, le programme est déjà fait, je vais intervenir auprès des architectes ou auprès de la maîtrise d'ouvrage. Du coup, le zéro artificialisation nette, ça veut dire que le PLU permet déjà de construire. Donc là, je ne vais pas avoir de possibilité de travailler sur ce point-là. La seule possibilité que je vais avoir, c'est d'essayer de limiter au maximum l'imperméabilisation et d'orienter le projet dans ce sens-là et pour accueillir la biodiversité. Voilà. Là, peut-être qu'après les autres bureaux d'études qui interviennent plus sur les AC, veulent ajouter quelque chose. Mais... Et sur ce projet particulier, c'était déjà une parcelle dite artificialisée en fait. Donc, on n'était pas dans ce cas de figure-là. Mais par contre, pour le coup, c'est une vraie question. Pour les territoires, c'est une vraie question très importante et qui suscite de nombreux débats. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, nous allons conclure donc de l'importance aussi des compétences et puis des enjeux multiples, on le voit, puisque la biodiversité, c'est aussi la question de l'artificialisation des sols, c'est également les méthodes de construction. Donc là, on s'est cantonné à
comment on intègre à l'intérieur du bâti. Mais on le voyait aussi au départ, il y a toutes ces questions de mode de construction. Est-ce qu'on met des pieux plutôt que des dalles, etc. et des fondations imperméabilisantes. Donc, et également, nous ne l'avons pas non plus abordé, mais sur la question de la biodiversité, peut-être qu'à terme, aussi la question des matériaux qui sont utilisés, vous l'avez abordé, ce sont aussi des moyens de participer au maintien de la biodiversité, donc tout cela fonctionne ensemble. Merci en tous les cas à tous les trois pour la présentation de vos 3 projets et réalisations. J'invite à nouveau la salle pendant le buffet à ne pas hésiter. J'imagine que vous vous tiendrez disponible s'il y avait des questions ouvertes à la discussion et même beaucoup échanger entre vous sur tous ces sujets. Je vais laisser donc Rémi Baucher vous présenter la suite de la journée. Et évidemment, tous les intervenants et moi-même, nous vous remercions pour votre attention et vos participations aux questions pour cette matinée.